Bonjour à tous, bienvenue pour cette belle conférence, pour cette table ronde qui porte sur le sujet « Comment concilier droits humains, éthique et innovation technologique ?» Une rencontre qui est possible grâce à la mairie de Saint-Raphaël et la revue politique et parlementaire. Merci à tous d'être là. Le sujet est vaste, comment concilier droits humains, éthique et innovation technologique. Mais les invités qui sont présents sur ce plateau vont vous éclairer et vont rendre le sujet le plus accessible possible en vous le présentant évidemment dans toute sa complexité. Donc c'est une gageure. Pour en parler, Jean-Gabriel Ganassia, bonjour. Vous êtes professeur à Sorbonne Université, vous êtes chercheur en intelligence artificielle et vous êtes auteur de nombreux ouvrages. Il y a aussi Francis Jutan, bienvenue. Vous êtes membre associé du Conseil général de l'économie, entre autres. Il y a également Nathan Devers, écrivain, enseignant en philosophie à l'Université de Bordeaux. Hervé Lejouan, qui est spécialiste de l'intelligence artificielle et de cybersécurité et qui est chef d'entreprise. Et puis, une avocate et une femme, j'aurais dû commencer par vous, pardonnez-moi, Taïma Saman, qui est associée fondatrice du cabinet Saman. Alors, vous êtes tous des spécialistes de l'intelligence artificielle. Innovation technologique ne veut pas dire forcément intelligence artificielle, mais forcément, on va y venir, ça devient incontournable. Alors, très rapidement, avant de vous laisser la place et la parole, parce qu'on est là pour vous écouter, je vais définir ce qu'on entend par droit humain, c'est-à-dire droit inaliénable propre à chaque être humain, c'est-à-dire le droit à la vie, le droit à la liberté, liberté d'opinion, liberté d'expression, droit à l'éducation et au travail, liberté d'aller et de venir aussi, et puis pourquoi pas droit de vote, bien entendu. Et puis, qu'est-ce qu'on entend par éthique ? Eh bien, ethos en Grèce, c'est le comportement, donc c'est la manière de vivre, et par extension, c'est la science de la morale. Nathan Devers, ça va, je ne me trompe pas, c'est bon ? Voilà. Bon, alors commençons par le commencement. Peut-être je vais commencer avec vous, Francis Jutan. Là, on parle de droit humain, éthique et innovation technologique. Mais le droit humain, par essence, c'est un droit individuel. Or, quand on parle d'éthique, de sciences du comportement, et quand on parle d'innovation technologique, ça nous concerne tous, et ça induit qu'il faut aussi penser le collectif. Alors, comment on arrive à concilier tout ça ? Bonjour, donc je vais commencer, donc je fais beaucoup de prospectives, et c'est intéressant de voir ces questions, qui sont de vieilles questions, sur la vision de la prospective. C'est vrai qu'en prospective, il y a un point important. Il y a 10 ans, on a appelé ça la métamorphose numérique, donc il y a une transformation numérique profonde, une convergence du numérique qui a eu lieu jusqu'en 2000. Ensuite, on a vu pendant 20 ans les services de l'Internet se développer, et aujourd'hui, on entre dans l'ère de l'intelligence numérique ou de l'intelligence artificielle. C'est un point. Le deuxième, c'est qu'effectivement, on est face à des menaces écologiques fortes, et notamment un problème d'écologie des ressources qui est important à prendre en compte. Et pour balayer rapidement, on est aussi dans une période, alors on peut appeler ça de questionnement philosophique, spirituel, sur quelque part la recherche du sens, à un moment où, disons, pour le sens, on a un épuisement du sens par la consommation qui est clair. Donc cette question des droits et des droits humains, les droits s'expriment par rapport à des valeurs. Et le droit humain, finalement, il y a eu un basculement peut-être aux environs du XIVe siècle où on a dit que l'homme n'était plus là pour faire ce que Dieu voulait, mais que c'était un individu. C'était le début de l'individualisme, et que cet individu, eh bien, il se comportait comme quelqu'un capable de prendre des informations, de diriger sa vie. En négligeant au passage le problème que pour diriger sa vie, il faut être avec les autres, et le problème de la confiance dans le comportement, cette question de confiance qui va devenir une question très très forte. Donc effectivement, on a vu l'humain, l'individuation, et donc le droit humain qui s'est développé, mais toujours avec cette ambiguïté de je décide de ce que je fais, mais je dois prendre en compte ce que les autres font aussi. C'est pas nouveau. Mais et ça a donné en fait la base du consommateur. Le consommateur, c'est celui qui doit décider ce qu'il va consommer. Un peu aidé parfois. Donc tout ça nous amène à des problèmes quand on regarde petit à petit. On est à un moment de basculement, ça c'est le prospectiviste qui le dit, entre une société industrielle qui va aller vers une société du numérique ou une société cognitive, avec des valeurs qui vont basculer. La valeur de progrès, elle, va continuer à être une valeur sûre. D'ailleurs, ça a toujours été la valeur de l'évolution, du développement de l'humanité.
Mais la société industrielle, c'est d'abord la compétition, des ressources sans limite, hein, donc on peut les gâcher dans la compétition, et puis cet aspect de propriété, alors qui est aussi une constance, hein, de l'évolution de la société, mais cette fois avec la propriété intellectuelle, qui a été un point fort, hein, de constitution des firmes. Et là, on va vers, non pas un renversement des valeurs, parce que l'évolution humaine se fait par sédimentation, différentes couches, mais avec un aspect de coopération qui devient extrêmement important, hein. Un aspect de bien commun que l'on commence à dire comme étant une nécessité, et cette approche de partage de l'open source, hein, qui est en train d'open données, qui est en train de se développer. Donc ça va donner sur l'éthique, hein, sur ce questionnement entre droit individuel, qu'on pourrait dire petite éthique, et droit de la société et de la nature, entre guillemets, ou de l'usage de la nature, grande éthique. Quelque chose d'important. Et ça nous amène, dès l'instant où on passe à cette grande éthique, on ne peut plus voir uniquement la société au niveau de la trame individuelle, mais au niveau de la systémique, hein, de comment tout ça fonctionne. Et avec le numérique, la complexité de la société, qui n'a cessé de croître, elle est en train d'exploser. Et donc là, on a un nouvel enjeu devant nous, et c'est d'ailleurs, ça peut être la grande utilité de l'intelligence artificielle et des IA génératives, c'est que ça peut être un moyen d'appréhender cette complexité, de la domestiquer. Donc pour terminer sur l'éthique, l'éthique, c'est, il y a un tas de façons de définir l'éthique, mais c'est penser aux conséquences de nos actes, aux conséquences sur le présent, aux conséquences aussi sur le futur, sur l'avenir. Et on se retrouve, quand on approfondit ça, devant des problèmes d'injonctions contradictoires. De plus en plus, on est dans des injonctions contradictoires. On veut protéger la vie privée, et en même temps, les médias débordent constamment sur la vie privée. À un point, d'ailleurs, ce sont des déferlantes que l'on voit aujourd'hui. On a un langage public qui doit être de plus en plus châtié. Je n'ai pas le droit de prononcer certains mots, sinon je peux être attaqué, etc. Et quand on regarde au contraire la fiction, c'est-à-dire les films, les séries, là, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite au racisme, il n'y a plus de limite à tout ça. Donc là, on est encore dans des injonctions contradictoires, et le numérique ne fait qu'augmenter la contradiction de ces injonctions. On nous a dit que quand on a commencé à utiliser le numérique, on allait pouvoir accéder à ce qu'on appelait la longue chaîne, hein, c'est-à-dire aller chercher des choses rares qui pourraient être intéressantes. C'était magnifique. Et on voit plutôt apparaître des automates qui nous poussent à consommer ce que l'on est censé aimer ou ce que l'on veut vendre. Donc on peut comme ça, à l'infini. Et un des problèmes critiques de notre société numérique, c'est que par rapport à cet homme qui réfléchit, qui va choisir, etc., eh bien, on est quelque part en déni de service. C'est-à-dire que partout où on est, on a de la musique. Je vais au restaurant, j'ai de la musique. Je vais dans un ascenseur, j'ai de la musique. On a ensuite une offre de contenu tellement intéressante qu'on regarde des heures de série. Et on a quelque part déni de service. On ne peut plus prendre le temps de réfléchir, plus prendre le temps de la frustration, hein, qui est frustration, qui est générique de notre créativité. Donc là, on a, et je vais terminer, si on continue ce balayage un peu rapide, on a des problèmes d'éthique qui vont se retrouver dans la politique d'innovation. La politique d'innovation, c'est essentiellement l'imaginaire. Finalement, qu'est-ce que je vais créer qui va correspondre à un imaginaire, c'est-à-dire à un besoin de la société pour aller vers le marché. Et cet aspect d'innovation, on est censé être la Startup Nation, c'était longtemps poussé par, il suffit d'avoir des idées nouvelles et on les pousse, hein. Quelles que soient d'abord les ressources consommées, peu importe, et même si ça brise un certain nombre de valeurs de la société, finalement, on s'en fiche si ça a du succès. Et c'est la notion de barbare, quelque part, quoi. Donc là, et puis derrière tout ça, il y a quand même le dollar, qui était à l'origine, hein, de la notion même de start-up, qui n'est pas à critiquer, parce que ça nous a apporté beaucoup. Mais il va falloir effectivement faire évoluer ces bases de l'innovation, donc de l'imaginaire. Quand on a une transition de société, on commence à travailler avec l'imaginaire d'avant, donc l'imaginaire de la société industrielle. Et c'est ce qui a donné d'ailleurs les énormes firmes oligopolistiques aujourd'hui. C'était grandes entreprises énormes. Simplement, elles sont crues beaucoup plus vite qu'ailleurs à cause du numérique et du winner take all, comme on dit. Donc aujourd'hui, il faut réfléchir à de nouvelles bases pour cet imaginaire, pas oublier celles qui existent, parce qu'elles ont quand même beaucoup d'attrait, mais ça va être effectivement des valeurs de coopération,
ça va être des valeurs d'éthique. Quel est le sens de la start-up que je suis en train de créer ou de l'innovation que je suis en train de proposer? Prendre en compte les effets comme ça d'externalité, hein, qui sont importantes. D'ailleurs, les externalités positives, parce qu'il y en a beaucoup, mais des externalités négatives aussi. Donc, on a cette question entre cette éthique, hein, le droit humain, l'éthique, entre l'innovation, de se poser la question comment va-t-on construire la société cognitive et écologique de demain, ce qui n'est pas simple, qu'il y a quand même beaucoup de problèmes à résoudre. Merci beaucoup, Francis Jutan. Alors, je précise que les invités de cette table ronde vont tous prendre la parole pour vous éclairer sur un point sur lequel ils sont compétents et sur des informations qu'ils ont envie de vous donner. Puis après, de toute façon, ils vont se répondre les uns les autres, c'est-à-dire qu'on va effectivement avancer tous ensemble dans la discussion. Jean-Gabriel Ganassia, vous qui êtes un spécialiste du numérique, vous êtes prof à la Sorbonne Université. Comment vous réagissez par rapport à ce que vient de dire Francis Jutan? Complexité, injonction contradictoire, et puis surtout réfléchir finalement à créer ou à susciter l'imaginaire pour être performant dans les innovations technologiques, c'est-à-dire que finalement l'humain, c'est l'humain qui doit être en raccord avec les enjeux qui nous attendent. Mais comment on travaille cette patte humaine? Alors, tout d'abord, je voudrais remercier Francis Jutan d'avoir dressé un tableau tout à fait complet des questions qui se posent à nous. Et ce sont ces injonctions contradictoires, bien sûr, dont il faut traiter ici. L'éthique, c'est pas simplement mettre en avant des valeurs, des principes, car cela, nous en avons beaucoup. Un très grand philosophe de l'éthique, Vladimir Mankelevitch, disait qu'il y a un nombre énorme de valeurs, et chaque valeur est infinie en tant que telle, c'est-à-dire qu'on défend tous la vie privée, on défend tous l'autonomie, on défend tous la liberté d'expression, et en même temps, bien sûr, on voit qu'il y a des conflits entre ces valeurs, et c'est toute la difficulté. Mais peut-être faudrait-il commencer, puisque je suis au départ ingénieur, spécialiste d'intelligence artificielle, par dire que la technologie change le monde. Elle change l'extérieur du monde. Les technologies anciennes ont changé les immeubles, les villes, etc. Mais les technologies de l'information, elles changent non seulement la forme extérieure des objets, mais elles changent les relations sociales. D'une certaine façon, ce sont des technologies invisibles. On ajoute de l'intelligence aux objets. Moi, j'avais une théorie, c'était que la forme extérieure des objets évoluait avec la technologie jusque dans les années 80, et puis après, la forme extérieure ne se modifie pas tellement. Regardez les films, ce qui change, c'est que vous allez avoir à l'intérieur des objets de l'intelligence ajoutée, parce que vous allez avoir des processeurs. Une voiture, la forme extérieure d'une voiture, c'est pas très différent, sauf qu'une bagnole d'aujourd'hui et une bagnole d'il y a 50 ans, ça n'a absolument rien à voir. Et bon, il y a des dispositifs nouveaux sur les téléphones portables, mais à part ça, on a à peu près le même monde extérieur. Et en même temps, les relations humaines sont transformées. Ce qui fait le tissu social, les notions, par exemple, l'amitié, avec les réseaux sociaux, c'est plus tout à fait la même chose. Alors à la fois on est amis sur les réseaux sociaux, et en même temps on sent bien que c'est pas tout à fait la même amitié que dans l'Antiquité. La réputation. La réputation au village, on voyait quelqu'un, il a une mauvaise réputation, disait des choses dessus. Aujourd'hui, on fait un calcul de réputation avec des outils algorithmiques en fonction de ce qu'on repère automatiquement avec l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est la même chose? Ça ressemble, c'est un peu ça, mais c'est pas tout à fait la même chose. Et puis on pourrait dire de ça de beaucoup de choses. Donc cette société, elle a changé. Son tissu change, et c'est pour ça, bien sûr, que les questions éthiques se posent. Bien sûr, on a évoqué tout à l'heure, on va revenir dessus, les questions de vie privée évoluent considérablement. D'un côté, on a beaucoup plus de potentialités, de possibilités avec le numérique, et en même temps, ça pose des problèmes. Une question de liberté, par exemple. On peut tout dire aujourd'hui. C'est la première fois dans l'histoire où on peut, n'importe qui de son salon peut envoyer des messages au monde entier. On n'a plus besoin de passer par un journal ou passer par une chaîne de télévision. C'est extraordinaire. On prend avec son téléphone portable une scène dans la rue et on peut la faire connaître à tout le monde. Donc ça, c'est extraordinaire. Et en même temps, cette liberté d'expression, elle conduit à diffuser des messages complètement faux, ce qu'on appelle les infox, ou ce que Trump appelait les fake news, mais je crois que le terme d'infox est meilleur, et bien sûr à
ça peut avoir des effets cataclysmiques. Et non seulement on diffuse ces informations au monde entier, mais en plus on est capable, avec l'intelligence artificielle, de cibler des populations particulières, ce qui fait que chaque partie de la population va avoir des informations différentes. Et donc on entre dans une société de plus en plus fragmentée. Et ça, c'est extrêmement inquiétant parce qu'il n'y a plus d'espace public, d'espace de délibération collective. On a parlé tout à l'heure aussi des effets que ça peut avoir sur l'attention, nouvelles formes de criminalité. Au plan politique, bien sûr, il y a des changements énormes. Alors à partir de ça, comment faire? Et je remercie les organisateurs de ce colloque parce que je trouve que le titre de la table ronde pose bien, campe parfaitement le problème. Comment concilier cette innovation technologique? Parce que si on est dans des pays modernes comme la France, comme les pays européens, on souhaite développer ces technologies. Et en même temps, bien sûr, on voudrait faire en sorte que le monde soit vivable, c'est-à-dire qu'il corresponde à nos aspirations. Et là, il y a deux autres termes, éthique et droits humains. Alors là, bien sûr, c'est une question. Les droits humains, est-ce qu'ils sont inaliénables? C'est pas du tout simple. Alors, je vais peut-être vous raconter, pour que vous compreniez un peu les effets de la technologie, une aventure qui m'est arrivée au début du mois. Je suis allé en Chine. Alors, vous savez que la Chine, avec le Covid, s'est fermée au monde entier. Elle s'est rouverte l'an dernier, mais il fallait un visa. Et là, depuis 2 mois, on n'a plus besoin de visa. J'étais invité, donc j'y suis allé. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais vous savez, c'est un monde bizarre. Il n'y a plus de papier-monnaie, ça fait longtemps. Vous payez avec votre téléphone portable. Le problème, c'est que pour payer avec votre téléphone portable, il faut que vous ayez un réseau social chinois, comme WeChat. Et pour pouvoir être sur WeChat, il faut que vous soyez parrainé par un Chinois qui est là depuis plus de 6 mois. Ce qui fait que je n'arrivais plus à payer. Les cartes internationales, ça ne sert à rien. On ne peut pas payer avec. Donc on est complètement perdu. Heureusement, j'étais invité, les gens étaient charmants, ça pose pas de problème. Et puis ensuite, donc, de temps en temps, on arrive à avoir le Wi-Fi. Et donc là, j'essaye d'avoir un moteur de recherche. Parce que, vous savez, vivre sans moteur de recherche avec le Wi-Fi, non, ça ne marche pas. Google ne marche pas. Les moteurs français ne marchent pas, etc. Le seul qui marche, c'est Baidu, c'est ça. Le problème, c'est que c'est en chinois. Donc j'étais un peu embêté. Et puis, ensuite, j'essaye d'aller sur les réseaux sociaux, entre autres pour appeler au téléphone, parce que je ne voulais pas payer avec... donc, j'essaye WhatsApp sur le Wi-Fi. Et ben, WhatsApp, ça ne marche pas. Et puis, vous pouvez continuer, rien ne marche. Et les nouvelles, j'essaye d'avoir Le Monde, couper Le Monde. Donc, vous n'avez rien du tout. Donc, c'est cette expérience étrange qui nous donne une intuition de ce que peut être un monde totalement contrôlé aujourd'hui. Ensuite, je rentre 2 jours après, 3 jours après. Et là, j'ai un coup de fil d'une télé qui me dit, voilà, on a une information, venez. Alors l'information, c'est extraordinaire, c'est qu'il y a une terroriste de la bande Abadher, la fraction armée rouge, qui se fait arrêter, Danielle Cletlet. Et elle se fait arrêter. Pourquoi? Parce que ça faisait 30 ans, on avait des photos d'elle il y avait 30 ans, et elle avait disparu des radars. Et là, on utilise une de ces photos, on prend de l'intelligence artificielle, on la vieillit de 30 ans, et il y a un logiciel, vous pouvez tous le tester, qui s'appelle PIM Eyes, et sur ce logiciel, vous mettez une photo, et vous voyez toutes les occurrences de la même personne sur la partie publique du web. Et comme ça, on a retrouvé une petite dame qui se passionnait pour la musique brésilienne, qui était Danielle Cletlet, avec cette photo. Voilà, c'est, je crois, ça qu'il faut comprendre. Alors à partir de ça, ce monde dans lequel on rentre, donc on commence à vivre, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on veut? Parce que justement, l'éthique, c'est de se demander, mais nous, quel est notre choix? Et là, on a effectivement la possibilité d'avoir une régulation, c'est ce que propose l'Europe. Est-ce que ça suffit ou pas? Moi, je ne pense pas. Je pense que la régulation européenne, mais on discutera peut-être de ça tout à l'heure, elle me semble totalement absurde. Pourquoi? Parce qu'elle regarde dans le passé. Le risque, c'est la probabilité d'un danger. Le problème, c'est qu'elle ne regarde pas vraiment le danger. Elle regarde l'imagination d'un danger avec des personnes qui ont une formation ancienne, etc. Alors, oui, je vais vous donner un exemple. La première interdiction du règlement, alors un énorme règlement, si vous avez des problèmes de sommeil, 382 000 signes, lisez-le, achetez-le, c'est gratuit en plus. Vous allez vous endormir à tous les coups. Mais bon, la première interdiction, sont les techniques subliminales. Alors les techniques subliminales, c'est formidable quand on est scientifique, parce que c'est une invention d'un publiciste américain en 1957 qui a expliqué que s'il mettait une image tous les 25e de seconde, il arrivait à persuader les gens au-dessous du seuil de conscience. Alors, des psychologues ont essayé de le refaire, ils n'y sont pas arrivés. On lui a demandé, en 62, il a avoué qu'il n'avait jamais
rien fait, il n'y avait aucune expérience. Donc c'est formidable, la première interdiction, elle repose sur du vent, sur une tricherie scientifique. Avec Dominique Ledu, ça dit quelque chose. Voilà. Donc je ne vais pas aller, mais donc ça c'est la réglementation. Il y a d'autres choses, il y a les normes, mais les normes, c'est bien, c'est nécessaire dans le domaine du numérique, mais ça ne règle pas tous ces problèmes. Il y a le droit c'est essentiel. Mais justement, est-ce qu'on peut régler tout ça? Et puis, bien sûr, il y a la réflexion éthique, et on en parlera tout à l'heure, parce que c'est l'éthique, ce qui est important, c'est de nous aider, c'est la réflexion qui va nous aider à déterminer nos règles de comportement, et celle-là, bien sûr, elle doit se faire en fonction de ce qui arrive, et les technologies, c'est ça qui en fait la difficulté, c'est qu'elles nous surprennent, elles sont différentes de ce qu'on avait imaginé. Et par exemple, vous avez tous le souvenir de ChatGPT, c'est arrivé fin novembre 2022, et en quelques jours, le monde se transforme. Jamais personne n'avait imaginé que des agents conversationnels seraient en mesure de tenir des propos aussi structurés, aussi construits, et assez vraisemblables, même s'il y en a beaucoup qui sont totalement faux et totalement fantaisistes. Jean-Gabriel Ganassia, vous avez dit quelque chose qui me paraissait très intéressant, c'est que l'humain est forcément modifié. C'est-à-dire que l'amitié n'a plus le même sens qu'il y a quelques siècles avec les réseaux sociaux. Donc dans un instant, je vais demander à Nathan Devers si finalement c'est un bien ou un mal, cette idée de concilier droit humain, innovation technologique et éthique, puisque nous n'avons pas le choix. Le monde avance avec ses innovations. Est-ce qu'il est question quelque part d'aliénation? Mais d'abord, je voudrais que Taïma Saman réagisse à ce qui vient d'être dit, notamment peut-être en faisant un point sur l'encadrement de l'intelligence artificielle et de toutes les questions que vient de poser Jean-Gabriel Ganassia. Alors, je vais me permettre de réagir à nos deux derniers intervenants, parce que ça permet toujours ça change en fait l'intervention que vous aviez l'intention de faire, toujours. Moi, je voudrais juste rappeler quand même que ça n'est ni l'industrie ni les technologies qui ont changé l'être humain. L'être humain change depuis l'âge de pierre, avec une évolution qui me fait dire, mais est-ce que les technologies changent le monde, ou est-ce que les technologies accompagnent un monde qui change au fur et à mesure? Après tout, l'individualisme n'est-elle pas issu du siècle des Lumières, qui est bien post-industriel et qui nourrit les nouvelles inventions technologiques qui ont permis que tout ça évolue? Et je voudrais aussi rappeler qu'on a, vis-à-vis du numérique, une peur qu'on a d'effets, d'événements qui nous font moins peur et qu'on a complètement intégrés dans la vie physique. Je vais vous donner quelques exemples. Si vous montez dans un avion, vous n'avez pas une garantie à 100% qu'il ne va pas s'écraser. Vous en avez une à 99,5. C'est quand même assez important, mais vous n'êtes pas sûr. Vous montez dans une voiture, ce n'est pas 99%, c'est bien moins. Ce qui m'avait frappé il y a quelques années, quand le gouvernement travaillait sur la protection des enfants, c'est les revendications d'un certain nombre d'associations familiales qui disaient « mais il faut absolument que les acteurs du numérique surveillent le web parce que c'est extrêmement dangereux pour les enfants ». Et moi, je leur répondais « mais est-ce que ça vous viendrait à l'idée de laisser votre gamin de 4 ans dans le bac à sable et de partir faire vos courses ? Quand vous laissez un gamin devant un ordinateur, c'est exactement ce que vous faites. Donc vous demandez, finalement, vous exigez du numérique quelque chose que vous n'exigeriez pas dans le monde réel. Et c'est cette conscience-là, et c'est là-dessus aussi que je voudrais venir, qui est les technologies peuvent apporter beaucoup à partir du moment où on comprend ce que c'est et comment on veut les maîtriser. Le plus beau cheval de course a d'abord été un sauvage qu'on a dompté. C'est pareil pour le numérique, et il faut bien le comprendre. Et ça ne viendrait à l'idée de personne de monter dans une voiture sans avoir appris à conduire. Donc je pense que c'est cette démarche-là qu'il faut arriver à faire en disant « ça a l'air facile, ça a l'air évident, ça m'est servi ». Mais en fait, il y a beaucoup de choses derrière qui fait que vous devez comprendre ce qui s'y passe. Et à la discussion qu'on avait autour du café tout à l'heure, on ne réfléchit plus, on ne prend plus le temps, on prend et on va à la facilité, c'est vrai, mais en fait, ça a toujours existé. Et je rappelais que autour de moi, j'avais certaines de mes confrères et consoeurs qui expliquaient comment, pour briller dans les dîners en ville, ils lisaient la 4e de couve du que sais-je, pour citer quelques noms, plutôt que de se donner la peine de rentrer dans les textes et de réfléchir à ce qu'ils étaient en train de faire. Alors, pour revenir sur la réglementation, je voudrais juste
je pense qu'il est important de comprendre ce que c'est que le numérique en général et l'intelligence artificielle en particulier. Alors, les scientifiques vont certainement me dire que je suis extrêmement rapide, mais comme tout l'objectif, c'est de rendre accessible pour qu'on puisse se saisir de l'instrument, je vais évidemment être caricaturale, d'abord parce que c'est aussi ma compréhension à moi de juriste et de littéraire, hein, je ne suis pas scientifique. C'est de la vitesse de calcul, c'est des données, beaucoup de données, et c'est des algorithmes qui vont se balader avec la vitesse de calcul qui leur est offerte dans les données pour arriver à des conclusions. Quand on parle de numérique, on parle de plein de choses. On parle de sciences de la vie, on parle d'organisation de la société, on parle de l'avion qui va être construit différemment, donc il y a plein de choses. Mais à la base, ce sont ces trois éléments-là. Et c'est autour de ces trois éléments-là que le législateur, le régulateur essaye de travailler. Alors, je ne suis pas en désaccord avec ce qui vient d'être dit sur le fait qu'on régule avec un esprit du passé, et l'acte sur l'intelligence artificielle, on est une caricature, puisqu'il est d'abord construit sur l'IA traditionnelle, avant que ChatGPT émerge, et tout le monde regarde en disant « Oh, mais est-ce que c'est vraiment adapté ?» Et que du coup, toute l'approche par les risques, justement, sur une IA traditionnelle, voilà ce qui est interdit, voilà ce qui doit être surveillé, voilà ce qui doit être autorisé, mais avec moins d'exigences, et voilà ce qui est complètement autorisé, en fonction des conséquences de l'intelligence artificielle, se retrouve un peu remis en question par l'émergence de l'IA générative, sur lequel on se dit, mais qu'est-ce qu'on va en faire ? En réalité, et je vais essayer d'aller vite, en réalité, nous avons déjà un corpus législatif, réglementaire, de valeurs et de droit souple, pardon, je cherchais le mot non anglais, de droit souple, basé sur les valeurs, qui nous permet quasiment de traiter tous les sujets. Parce qu'on a le corpus qui permet de dire non, ça n'est pas possible. Ce qui nous manque, c'est la connaissance et la maîtrise qui permet de dire là, c'est cette personne qui est responsable, cette entité qui est responsable, c'est elle que je vais aller chercher pour l'obliger à faire ce qu'il faudrait faire. Et c'est toute la problématique que va poser la réglementation de l'IA, de compréhension de qui fait quoi, à quel moment, et du coup, qui je vais aller chercher en fonction de ce qui vient de se passer, entre l'infrastructure et les grands modèles de fondation qui vont entraîner les données, les applications et l'utilisation qu'on peut en faire. Mais ça veut dire quelque part chercher des responsables ou des coupables avec un devoir de transparence, c'est ça ? Alors, moi... Enfin, j'emploie des mots volontairement forts, hein, mais... Alors, moi je ne dirais pas ça. En fait, quand les gens peuvent, ils font. Quand ils ne se sentent pas... Vous avez un certain nombre de gens qui ont une éthique personnelle qui font qu'ils sont capables de se limiter tout seuls. En réalité, dans la masse, si vous pouvez, vous n'avez aucune raison de ne pas aller jusqu'au bout de ce que vous donne, ce qu'on vous autorise de faire. Et mon expérience, et je plutôt dans le monde économique, donc qui ont ma sympathie, dont je comprends très bien l'utilité, mon expérience quand même est qu'une entreprise, elle est là pour faire du profit. Donc si on ne lui dit pas ça, tu ne peux pas faire, ça peut être un peu compliqué. Mais à nouveau, hein, si les valeurs sociales donnent des barrières, on n'a pas besoin de la loi. Hein. Ça leur fait pression suffisamment pour qu'elles puissent le faire. Donc il faut leur rappeler un certain nombre de choses pour qu'elles se mettent les barrières elles-mêmes. Et je voudrais citer plusieurs exemples à cet égard. D'abord, on parle beaucoup de... C'est intéressant parce que tout le monde économique se focalise sur l'acte, sur l'intelligence artificielle, et tout le monde oublie qu'en parallèle, nous avons 2 textes, 2 directives, l'une sur la responsabilité du produit défectueux, l'autre sur la responsabilité en intelligence artificielle, qui sont en train de fixer les limites et de s'adapter à la complexité de l'IA, et qui, grosso modo, disent le droit de la responsabilité, c'est un dommage, un dommage, une faute, et le lien entre les deux. Là, on va dire, et c'est à la personne qui subit de le démontrer, là, on va dire, si les acteurs de l'intelligence artificielle ne sont pas capables de nous démontrer qu'ils n'y peuvent pour rien, qu'ils n'y peuvent rien, alors ils sont présumés fautifs, pas coupables. Pourquoi ? Parce qu'on va réparer un dommage. Il n'y a pas de
jugement moral en la matière. Donc une manière de gérer le sujet qui est déjà en train d'émerger. À nouveau, votre problématique, ça va être quoi? Est-ce que les juges, les avocats, les parties prenantes vont prendre le temps de comprendre comment fonctionne le système et comprendre le corpus juridique et les outils qui leur sont offerts? Et c'est probablement ça l'enjeu. À nouveau, le permis de conduire, pour pouvoir gérer les technologies, pour dompter une technologie qui arrive avec beaucoup de bienfaits, en fait, il faut la mériter. Et donc, il va falloir travailler à approfondir. Et nous avons tous ici, probablement particulièrement ici, cette responsabilité d'en avoir les moyens intellectuels pour aider à accompagner une évolution vers une maîtrise de ces technologies qui peuvent être quand même extrêmement intéressantes pour la société. Merci pour ce topo très intéressant, Taïma Saman. Hervé Lejoux, vous partagez ce qui vient d'être dit? Vous qui êtes spécialiste en cybersécurité, en intelligence artificielle, vous êtes chef d'entreprise aussi. Oui. Donc, quand on a parlé de certaines limites et de certaines contraintes par rapport à l'IA, notamment dans ce domaine. Écoutez, bien entendu que je suis d'accord avec les propos qui ont été dits, mais moi je vais essayer d'apporter en fait un éclairage très pragmatique en tant qu'entrepreneur de l'Internet et de l'IA et des data depuis maintenant plus de 30 ans. Donc j'ai vécu toutes ces périodes et toutes ces transformations numériques depuis maintenant les années 90 en acteur, c'est-à-dire on développait de la technologie et on voyait ce qu'elle pouvait faire. Alors je vais vous donner justement quelques exemples qui sont intéressants par rapport justement à toutes ces notions de liberté, de droit, et on en fait quoi? Et on fait quoi de l'innovation? En 1997, je suis chez Netscape, donc pour ceux qui s'en souviennent, c'était le premier navigateur Internet et browser mondial, donc qui vous permettait de naviguer sur Internet, et là c'était une découverte pour beaucoup de monde. Et puis chez Netscape, on proposait aussi des services à des sociétés, à des entreprises, à des organisations pour justement s'équiper avec ces technologies, ces nouvelles technologies, avoir des courriels, des emails et ainsi de suite. Et on a eu une demande d'un pays que je ne citerai pas, à l'époque, qui nous a dit, oh là, c'est merveilleux tout ça, mais alors j'aimerais que vous veniez chez nous, et là c'est un gouvernement, donc j'aimerais que vous veniez chez nous et puis que vous installiez vos technologies, mais alors par contre vous allez mettre, alors je vais donner le nom en anglais puis en français, vous allez mettre un proxy, donc un pare-feu. Un pare-feu c'est quoi? C'est une barrière quand vous accédez à l'Internet qui va contrôler ce que vous êtes en train de faire et qui va, et pour reprendre les propos de M. Ganassia tout à l'heure sur la Chine, qui va filtrer ou non filtrer. Et donc, ils nous ont demandé à l'époque, alors il faut savoir qu'à l'époque, l'Internet, c'était tout nouveau. On était avec des gens qui étaient extrêmement libertaires, on va dire. Pour eux, c'était un espace de liberté. Et d'un seul coup, on leur demandait de monter pour un pays entier, de filtrer tout le contenu pour empêcher que les citoyens de ce pays accèdent à de l'information. Donc ça, c'est un premier exemple qui montre, et ça, c'était en 97, hein, donc c'est pas l'IA et tout ça, c'était déjà, au niveau des États, la possibilité de dire « je ne veux pas que mes citoyens accèdent à tel contenu ». Et la technologie était là, donc ils ont utilisé la technologie pour limiter la liberté d'expression et la liberté d'accès à l'information. Alors ça, c'était dans ces années-là. En 2000, je suis dans une autre société où là, on fait les premiers panels, comme les médias, on mesure l'audience de l'Internet, c'est-à-dire qui fait quoi, qui visite quel site, et ainsi de suite. Et là, je me rends compte, c'est la première fois que je prends conscience qu'on va avoir des individus qui sont déconnectés du monde réel par rapport au monde virtuel. Et je vais donner un exemple très concret. On avait ce qu'on appelle des panélistes, donc des gens qui avaient accepté de participer, d'installer notre technologie, qui s'installait sur leur PC, pour être mesurés sur ce qu'ils faisaient sur Internet. Et ils pouvaient, on avait recruté ça avec les gens de la Sofres, on leur avait indiqué qu'ils allaient installer cette technologie, qu'ils pouvaient la désactiver à tout moment, c'était visible sur leur PC, et ainsi de suite. Et un jour, j'ai le responsable de la production chez moi qui vient me voir, il me dit « Hervé, est-ce que tu peux venir me voir ? Parce que là, j'ai des choses qui sont assez horribles. » Et effectivement, on va visiter, parce qu'on classait l'information, et on tombe sur des sites de pédophiles. Et donc là, je me rends compte, c'est la première fois que je me rends compte qu'effectivement, en 2000, on avait beau dire aux gens, on va suivre ce que vous faites, on va suivre les sites que vous visitez, on va les classer, et ainsi de suite, vous pouvez désactiver, et bien la personne avait complètement oublié ça et allait faire des choses qui étaient effectivement très répréhensibles parce qu'elle n'en avait plus conscience. Et il y a énormément d'expériences qui ont été faites par la suite en recherche. Typiquement, il y a eu des expériences de type, est-ce que vous, dans le monde réel,
quand vous allez chez votre boulanger, et là, ça a des vidéos qui ont été faites là-dessus, et le boulanger vous dit, il vous connaît, il sait que vous prenez la baguette et tout, vous aimez tel pain, et puis d'un seul coup, il vous dit, vous faites, monsieur, alors, je ne connais pas votre nom, mais est-ce que vous pourriez me donner votre adresse email et le numéro de téléphone de votre femme et de votre enfant? Et là, la personne, la réaction, parce qu'il y avait des caméras, je peux vous dire que non, les gens ne comprennent pas, même s'ils connaissent le boulanger, il n'y a aucune raison que le boulanger lui demande ces informations. Mais sur Internet, c'est ce qu'on fait tous les jours et c'est ce qu'on a fait depuis 25 ans. C'est-à-dire, on ne s'est jamais posé la question en termes de citoyens de se dire mais pourquoi je laisse ces informations et comment vont-elles être utilisées? Donc on voit bien le rapport au virtuel qu'ont les individus et les citoyens parce qu'on est déconnecté, on n'a pas du tout la même perception du monde réel et du monde virtuel. Donc derrière, c'était l'ouverture à toutes les possibilités du numérique, à la fois d'un côté privé avec des abus sur vos données personnelles, effectivement, qui étaient collectées puis qui étaient revendues par derrière. Bon, là, ça va. Et puis après, on est parti un peu vers des choses qui avaient démarré, comme je vous l'ai dit, en 97, mais un peu plus étatiques. C'est-à-dire même les gouvernements se sont dit, ah, dis donc, je peux exploiter ça. Je peux faire des choses. Et le dernier exemple en date qui est très intéressant, et parce que je m'intéresse énormément aussi à la protection de l'enfance sur Internet, je suis très impliqué dans la cybersécurité et autres. Donc TikTok. Alors TikTok, vous savez, TikTok, c'est une société chinoise. Donc, qui est devenu aujourd'hui quasiment le premier réseau social mondial, surtout chez les jeunes. L'âge moyen d'entrer dans TikTok est de 8 ans. 8 ans. Donc, ça vous donne... Alors que normalement, dans les conditions générales, c'est 15 ans. C'est 15 ans. Et alors, il y a énormément, on pousse beaucoup pour vous dire, ah bah oui, mais non, mais il faut pas, il faut faire des lois, il faut empêcher que, mais bon, on pousse beaucoup, mais il ne se passe rien, ou très moins, il se passe des choses, mais pas assez fortes. Mais par contre, si maintenant on retourne en Chine, on se dit, mais que font les Chinois avec TikTok? Parce qu'ils ont TikTok en Chine. Ils l'ont répandu dans le monde, mais ils ont TikTok en Chine. Ah bah les Chinois en Chine, bah, ils font pas ce qu'on fait nous. C'est-à-dire que les Chinois en Chine, le gouvernement a décidé de limiter l'usage de TikTok, à la fois dans les horaires, donc dans les plages horaires. Donc là, c'est carrément la plateforme qui se coupe. À 20h le soir ou 21h, boum, la plateforme se coupe. C'est fini. Elle ne tourne plus. Plus personne ne peut y accéder. Donc ça, c'est le premier point. Mais ce n'est pas le seul point. Il contrôle le contenu. Donc ça veut dire que le TikTok chinois, il est essentiellement culturel. Donc ça veut dire que les Chinois, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé une technologie, une innovation, qu'ils exploitent de leur côté d'une certaine façon, parce que voilà, c'est un État effectivement autoritaire. Mais de l'autre côté, pour nous, les Occidentaux et le reste du monde, eh ben, ils nous laissent consommer ça. Et effectivement, quelque part, à la fois en collectant toutes les données, en nous suivant et en suivant tous nos enfants, bien entendu, et puis derrière, surtout, en nous laissant tout le contenu qui, effectivement, est loin d'être culturel sur TikTok. Donc là, il y a un vrai problème, puisqu'on voit bien que d'un côté, il y a un contrôle de l'information énorme, et de l'autre côté, chez nous, on se pose toujours la question comment on va protéger nos enfants, comment on va protéger nos enfants. Mais la technologie permet aujourd'hui de le faire. Si vous voulez, quand on est sur les réseaux sociaux, moi, ce qui m'étonne toujours, c'est que sur les réseaux sociaux, on n'arrête pas de dire « Ah, on se fait insulter dès qu'il y a quelque chose, quelqu'un se fait insulter, il se fait même menacer de mort. » Et puis de l'autre côté, vous avez ChatGPT où il vous génère des phrases, il est capable de tout analyser. Donc ça serait très simple, très très simple. Si quelqu'un vous dit « je veux vous tuer », eh ben, c'est pas publié. Et ça, les plateformes savent le faire, mais c'est pas leur intérêt. Parce qu'une plateforme, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut à la fois des individus, beaucoup des personnes qui utilisent les technologies, et elle veut du temps passé devant sa plateforme pour pouvoir envoyer de la pub. Donc elle ne veut surtout pas que les gens, même s'ils sont haineux, qu'ils disparaissent de ces plateformes. Donc à partir du moment où on est dans ce monde où finalement le privé, lui, il a les capacités, et ce qu'il souhaite, effectivement, c'est de faire du business, d'avoir le plus en plus d'utilisateurs, il ne veut pas trop brimer ce qui va se passer. Même s'il dit qu'il va mettre des règles et tout, mais en fait, il ne les met pas, ou il en met très peu. Donc ici, c'est au gouvernement d'intervenir et de demander que ces règles, elles soient mises en œuvre, parce que la technologie le permet. Donc c'est là où, effectivement, encore une fois, on est toujours en termes de liberté, en termes de droit, entre le côté positif de la technologie qui va aider et permettre de faire des choses, et puis derrière le côté négatif qui est à la fois exploité par les sociétés, mais aussi par les gouvernements. Et je pense que vous avez vu ce qui va se passer pendant les Jeux Olympiques prochainement. Mais effectivement, le retour du QR code,
Le retour du QR code. Parce qu'effectivement, pour des raisons de sécurité, le gouvernement a décidé pour les Parisiens qui étaient dans certaines zones qui vont être effectivement où il va y avoir des événements présents pour les Jeux Olympiques, de demander à chaque habitant de Paris de déclarer effectivement sur un site particulier son nom, son prénom, son adresse, sa preuve de son adresse, et tous ces déplacements seront tracés grâce à un QR code quand il devra passer des barrières. Donc il aura le retour d'une application qui permettra de le tracer. Et si jamais vous souhaitez inviter des amis qui, eux, malheureusement, habitent en banlieue, vous allez devoir les déclarer sur la plateforme pour qu'ils soient, et déclarer leur nom, prénom, adresse et autres, pour qu'ils soient tracés et suivis. Donc on voit bien ici que la technologie, elle est à la fois utilisée pour le bien, mais qu'en même temps, y compris dans les gouvernements et dans les autorités même démocratiques, on exploite ces technologies aussi pour à la fois sous des prétextes de sécurité qui sont louables, mais des fois aussi pour contrôler. Et la question qu'ils vont se poser derrière, mais où vont aller les données ? Que vont-ils faire de ces données qu'ils vont collecter pendant 1 mois et demi, 2 mois, le temps qu'il y ait les Jeux olympiques et paralympiques ? Que vont-ils faire de ces données et pour quelles raisons ? Vous avez aussi, vous connaissez les barrières de péage qui étaient là pour l'écotaxe dans les années qui avaient été lancées par Nicolas Sarkozy, qui ont été brûlées par effectivement quelques Bretons, on va dire. Mais elles sont toujours là, ces barrières. Et il faut savoir qu'elles collectent tout, toujours en permanence, parce que la technologie a été mise en œuvre. Donc, en réalité, à chaque fois que vous passez sous la barrière avec votre voiture, votre plaque de votre voiture est prise, donc on connaît votre heure de passage, et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est de la donnée, et qui peut être à tout moment exploité pour effectivement faire des choses à la fois positives, mais potentiellement négatives, à la fois côté des sociétés privées qui peuvent exploiter ça, et côté des sociétés publiques. Donc aujourd'hui, moi, mon expérience, et alors là, si on arrive dans l'IA, là, effectivement, on est dans un autre niveau, où là, on va rentrer dans un monde de l'information réelle, virtuelle, qui me parle. C'est un humain ou c'est une machine ? Qui m'envoie un message ? C'est un humain ou c'est une machine ? Et là, donc, aujourd'hui, il va falloir se poser sérieusement la question demain en termes de droits, de liberté et autres, de pouvoir permettre à un individu, à un employé de société, à quelqu'un d'un gouvernement, de pouvoir à tout moment savoir si ce qu'il a reçu, l'interaction qu'il a avec quelque chose est une interaction humaine ou c'est une interaction avec une machine. Et aujourd'hui, on va aller vers des machines. Les call centers vont être bientôt à 90-100% gérés par des IA et vous ne ferez pas la différence. Quelqu'un aujourd'hui pourrait m'enregistrer ma voix là pendant que je parle et puis passer par une petite IA intelligente et faire appeler quelqu'un de ma famille en lui disant « Bonjour, c'est Hervé ». Et ça serait ma voix et avoir une conversation et peut-être demander à cette personne de ma famille « Écoute, j'ai un problème, est-ce que tu peux m'envoyer de l'argent ? Est-ce que tu peux faire ci ?» C'est plus moi, c'est une machine. Donc on va avoir un problème aujourd'hui dans la façon dont nous abordons et dans nos droits de savoir comment on se positionne par rapport à toutes ces technologies qui évoluent. Mais pour reprendre les propos d'un point de vue avocat, c'est vrai qu'aujourd'hui, les lois, elles ont toujours un train de retard. Moi, j'ai vécu ça depuis 25-30 ans. À chaque fois qu'il y avait de la technologie, la loi était en retard. Moi, j'ai créé une société en 2010 et je disais, voilà ce qui va se passer avec le RGPD dans 10 ans. Pardonnez-moi, vos propos, à mon avis, font bouillir vos camarades. Donc, oui. voilà, je vais les laisser réagir. Mais tout d'abord, je voudrais quand même l'avis de Nathan Dever, qui est philosophe, qui a écrit un ouvrage, d'ailleurs un roman, qui traite de l'intelligence artificielle, les liens imaginaires, chez Alma Michel, c'est ça ? Et alors Nathan, plusieurs questions se posent par rapport à tout ce qui vient d'être dit. On aimerait avoir un éclairage philosophique, c'est-à-dire effectivement, par exemple, prenons un exemple concret, est-ce que la Chine a raison de fermer la vie, enfin, de serrer la vis sur TikTok dans son pays au nom de la protection des jeunes Chinois, par exemple? Est-ce qu'elle a raison ou est-ce qu'elle a tort? Quid de ce qui vient d'être dit effectivement sur une société de surveillance avec toutes les innovations technologiques qui nous entourent? Et puis, quid aussi, puisqu'on a évoqué l'humain qui évoluait aussi avec tout ce qui était innovation technologique et les droits humains également. Donc, on a pris l'exemple de l'amitié. Est-ce qu'on va vers une forme d'aliénation et donc, est-ce que c'est difficile de concilier ce qui est éthique, droit humain et technologique? Alors, il y a beaucoup de questions. Merci, Véronique. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très, très heureux de participer à cet événement. Et en effet, je pense que le titre est particulièrement bien trouvé, pour beaucoup de raisons.
mais notamment pour la présence du mot éthique. Parce que très souvent, quand on parle de technologie, et en particulier de la révolution numérique, des réseaux sociaux et de l'intelligence artificielle, on ne fait pas de l'éthique, mais on fait de la morale. Si on réfléchit même à la manière, quand on en parle dans des dîners de famille, dans des discussions entre amis et dans le débat public, une phrase qui revient très très souvent pour parler des écrans, des réseaux sociaux, etc., c'est la phrase bon, en soi, c'est ni bon ni mauvais, par contre, il y a des bons et des mauvais usages. On peut les utiliser pour le meilleur et pour le pire. Hein. C'est vraiment la phrase qu'on entend beaucoup. On peut utiliser ces écrans pour s'instruire, pour faire de l'humanitaire, pour faire de l'associatif, pour faire des choses formidables. Et on peut les utiliser pour aller sur des sites pédophiles, en tout cas dans le dark web. On peut les utiliser pour faire de la haine en ligne, etc., etc. Alors ça, c'est une vision vraiment, ce qu'on appelle en philosophie, morale. Ça veut dire que vous avez un concept du bien, un concept du mal, comme des sortes de grandes valeurs transcendantes qui tomberaient du ciel et qui viennent guider de manière verticale la réflexion. Le problème, c'est que, évidemment, c'est vrai, veut dire à notre échelle d'utilisateurs et de consommateurs, il y a des questions morales qui peuvent se poser. Mais il y a une erreur et il y a un impensé dans cette manière de voir les choses. D'abord, l'erreur, c'est de croire que les outils techniques seraient des supports qui seraient neutres en soi. Comme si vous voulez, ils ne véhiculaient pas des mutations profondes, qui ne sont pas seulement techniques, qui, comme vous le disiez, révolutionnent le lien social, le tissu social, qui changent aussi parfois notre rapport à la culture, qui peuvent engendrer des révolutions politiques, idéologiques, culturelles, juridiques, etc., voire spirituelles ou religieuses. Et puis, deuxièmement, l'impensé, c'est qu'évidemment, quand on pose cette question, ce n'est pas tellement l'utilisateur qui compte. Nous, on peut utiliser les écrans bien ou mal, mais ce qui est intéressant, c'est de se mettre dans la perspective du créateur, ou en l'occurrence des créateurs, voire dans la perspective de la machine elle-même. Ces machines ont bien été créées avec une certaine finalité, quelles que soient les machines en question. Et en l'occurrence, si on fait ce petit shift, ce petit turnover, ce changement de perspective, qu'on cesse donc de faire de la morale, on est obligé de faire de l'éthique. On part du principe que dans l'histoire des techniques, chaque mutation, chaque innovation, chaque révolution technique a changé profondément la société dans laquelle elle survenait, et qu'en même temps, aucune n'a détruit radicalement la société. Vous savez, c'est la fameuse phrase de Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris, quand il parle de l'apparition du livre, et qu'il dit « Ceci tuera cela, le livre a tué l'édifice ». Peut-être que si Victor Hugo était aujourd'hui, il dirait l'écran a tué le livre, avec sa grandiloquence singulière. Et justement, c'est à mon avis la perspective qu'il faut éviter. Quand on voit dans le débat public la manière dont est analysée la révolution numérique, l'apparition de l'intelligence artificielle, très très souvent, on entend des positions qui sont soit archi-technophiles, futuristes, du style tout va changer, ça va être le grand soir, on va vers une forme de transhumanisme, on mélange ce concept qui n'est pas exactement lié d'ailleurs, soit des visions complètement apocalyptiques, c'est le grand remplacement de l'homme par la machine, les jeunes générations sont complètement abruties, aliénées et débiles à cause des écrans, et finalement c'est un suicide collectif de l'humanité. Je pense que ce qu'il faudrait essayer de faire, alors rapidement, mais c'est justement replacer le moment ou les moments que nous vivons, révolution numérique au pluriel, intelligence artificielle, etc., dans la longue histoire des techniques. Et voir que finalement, chaque grande révolution technique a soulevé à peu près les mêmes questions philosophiques. Je vais vous donner un exemple très simple. Aujourd'hui, quand certains critiquent les écrans en faisant l'apologie du papier, comme si le papier c'était un rapport magnifique, merveilleux, pur, virginal à la culture, il ne faut pas oublier que l'apparition de l'écriture était vue dans l'Antiquité comme une menace potentielle très importante. Platon fait tout un dialogue qui s'appelle le Phèdre, où il met en scène la création de l'écriture, avec un mythe qui est très beau sur un dieu égyptien qui invente l'écriture, qui invente aussi des choses moins importantes, le tric-trac, etc., et qui va voir le roi des dieux en lui disant « j'ai inventé cette chose formidable, l'écriture ». Et l'écriture, ça va être un remède, pharmacone, qui va permettre de soulager la mémoire humaine. Sans l'écriture, on oublie tout, et puis demain, tu auras des livres, tu pourras écrire, et donc tu pourras devenir omniscient. Et le roi des dieux lui dit, mais non, c'est le contraire. Pharmakon, ça veut aussi dire poison en grec. Tu as inventé le pire des poisons. À cause de toi, nous allons nous vider l'esprit. Et finalement, ce que tu prends pour un salut suppose
le fait que nous n'aurons plus de mémoire. Dans un monde sans écriture, eh bien, par exemple, là, vous ne prenez pas de notes, donc vous allez vivre avec ce que vous écoutez, peut-être oublier des informations, mais en tout cas, voilà, y repenser dans la journée, nourrir un rapport actif vis-à-vis de cela. Quand on est dans un amphithéâtre et qu'il y a 200 personnes qui sont sur des ordinateurs et qui prennent frénétiquement des notes, bon, ils n'écoutent pas spécialement ce qui est dit, et puis si on leur demande 10 minutes après ce qui a été dit, ils ne s'en souviennent pas. Donc c'est exactement l'idée que voulait donner Platon. Tout ça pour dire, je ne vais pas faire toutes les évolutions technologiques, ce serait un peu long, mais tout cela pour dire qu'il y a systématiquement une équivoque dans chaque innovation technique. D'un côté, il y a ce qu'on appellerait aujourd'hui un empouvoirment de l'individu. On rajoute de la puissance à l'individu, on lui donne des nouvelles possibilités, des capacités. Mais cet empouvoirment a pour corollaire de créer des probables aliénations ou des probables diminutions d'agir. Alors ça, si on étudie ce paradoxe à la lumière de la révolution numérique, enfin des révolutions numériques, il me semble qu'il devient absolument criant. Si on essaye de faire le bilan de ce qui a pu changer dans notre tissu social, aussi bien dans nos vies individuelles, notre rapport quotidien aux écrans, ce que ça a changé dans notre rapport à l'amitié, vous le disiez, à l'ennui, à la concentration, à l'accès à l'information, etc., qu'à l'échelle collective, ce que ça a changé dans le débat public, dans des processus électoraux, dans des phénomènes à grande échelle. Il me semble qu'on peut voir deux phénomènes qui sont contradictoires, mais qui sont complémentaires. Le premier, c'est que, indéniablement, la révolution numérique, et particulièrement sa digitalisation, l'apparition des réseaux sociaux, a été une universalisation, elle a été pensée et créée comme une forme d'universalisation des droits individuels, donc des libertés. Liberté, par exemple, je vais vous donner un seul exemple, mais qui est très flagrant, à partir du moment où tout le monde a la possibilité de s'exprimer sur les réseaux sociaux pour donner son avis, eh bien tout le monde a non seulement la liberté d'expression, qui était jusqu'alors une sorte de principe un peu abstrait. C'est gentil d'avoir la liberté d'expression, mais quand ça ne se concrétise pas dans l'effectivité de la société, ça reste une sorte de grand idéal, mais tout le monde a eu accès à la parole publique. Or évidemment, nos démocraties, dans la modernité, à l'époque des Lumières, et notamment par Kant au XVIIIe siècle, elles ont été pensées sur une démarcation entre deux types de citoyens. Ça a été vraiment théorisé. Des citoyens qui sont actifs et des citoyens qui sont passifs. En gros, l'idée que dans une société, vous avez seule une micro-élite qui a le droit d'avoir accès à un usage public de la parole, écrire dans des revues, enseigner à l'université, publier des livres, écrire dans des journaux, etc. Et puis, la très grande majorité du corps social est restreinte à un usage privé de la parole. Si vous voulez parler politique, donner votre avis sur le monde, etc., vous le faites dans votre maison, entre amis, voilà, et surtout, vous ne venez pas le dire à la face du monde. Les réseaux sociaux ont, par exemple, donné cette liberté-là de manière universelle. On pourrait multiplier les exemples, mais je ne veux pas être trop long. Le rapport à la connaissance sur une encyclopédie comme Wikipédia, c'est très intéressant de voir que c'est une encyclopédie qui est dite universelle, mais en un sens absolument contraire à ce qu'on appelait jusqu'alors une encyclopédie universelle. L'Encyclopédia Universalis, le principe, c'est que ce sont des experts qui écrivent sur chaque sujet. L'encyclopédie universelle de Wikipédia, elle est universelle parce que tout le monde peut écrire sur tous les sujets. Donc c'est exactement le contraire. Bon, etc., etc. Mais tous ces phénomènes-là ont en quelque sorte une seule condition. La douane qu'il faut payer pour accéder à cette liberté numérique absolue. Et cette douane-là, c'est d'accepter de virtualiser notre liberté. De faire en sorte que quand je suis libre dans un espace numérique quel qu'il soit, ce ne soit jamais moi directement, dans ma chair, qui soit libre, mais toujours mon pseudo. Alors ça peut être un pseudo anonyme, dans le cas de, voilà, on le voit dans les phénomènes de haine en ligne, mais ça peut être même un pseudo au sens de simplement se fabriquer un double. Quand on a, pense c'est tous notre cas, des comptes sur plusieurs applications différentes. Par exemple, vous prenez quelqu'un qui aurait un compte sur Facebook, sur LinkedIn, le réseau social destiné à trouver du travail, se mettre en relation, et sur Instagram, par exemple. On n'a jamais la même identité numérique sur chacun de ces réseaux sociaux. On n'est jamais tout à fait la même personne. Et je donne cet exemple pour dire, voilà, le prix à payer pour accéder à cette révolution numérique, c'est de faire une liberté totale, mais liberté qui passe par une duplication, par un autre moi-même. Et ça, moi, je pense que c'est un grand paradoxe qu'il faut poser philosophiquement, se demander est-ce que la liberté peut avoir lieu ailleurs que dans nos corps, ailleurs que dans nos chairs. Et puis je donnerai juste une dernière chose, je ne veux pas être trop long, rappeler que aussi le dernier paradoxe que nous vivons, et qui explique peut-être les grandes craintes, alors là plutôt sur les intelligences artificielles,
mais qui explique les grandes craintes et les grands espoirs que ça a pu susciter, c'est que, d'ailleurs les créateurs de l'intelligence artificielle avaient parfaitement pensé cela, c'est que nous assistons aujourd'hui à une forme peut-être de blessure narcissique pour la condition humaine, qui est de se dire que l'esprit semble pouvoir être mécanisé, et je dis bien semble pouvoir être mécanisé, de la même manière qu'on a pu mécaniser le travail manuel. Donc très concrètement, aujourd'hui, des gens qui ont des professions dites intellectuelles sont confrontés à des problèmes analogues à ceux qu'ont connus les professions manuelles au XIXe siècle. On l'a vu cette année, il y a eu une grève incroyable de scénaristes à Hollywood, ça ne s'était jamais produit depuis les années 60, si ma mémoire est bonne, qui avaient très peur que justement les plateformes de séries fassent appel à des intelligences artificielles pour écrire des scénarios, etc. Bon, ça pose évidemment des questions, mais il ne faut pas oublier deux choses, que premièrement, la révolution industrielle au XIXe siècle a accouché de droits humains, individuels et collectifs. Et deuxièmement, que ce qui compte, là pour le coup, c'est vraiment d'avoir une réflexion de fond, aussi bien sur qu'est-ce qu'on entend par avoir une vie mentale, que des machines puissent donner l'impression d'en avoir une aussi, et deuxièmement, qu'est-ce qu'on entend par notre vision du travail pour les décennies et le siècle à venir. Et à mon avis, c'est de ce côté-là qu'il faut s'interroger et s'inquiéter, plutôt que du côté de la machine en elle-même. Merci Nathan, merci évidemment pour cette belle synthèse philosophique. Je vous donnerai la parole en dernier lieu, justement pour voir si on arrive à tous regarder dans la même direction et à imaginer que c'est conciliable, effectivement, éthique, droits humains et innovation technologique. Alors, je sais que Francis Jutan et Taïma Saman voulaient réagir à ce qu'avait évoqué Hervé Lejouan. J'ai vu que vous bondissiez un petit peu sur votre chaise, c'est-à-dire que vous ne partagez pas forcément cette notion de collecte de données pour une société peut-être de surveillance. Où en est-on pour vous de ce côté-là ? Qu'est-ce qui est conciliable ? Oui. Moi, ce n'était pas tellement une réaction contre, parce que je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. Fondamentalement, ce sont des éclairages ou des morceaux d'eux. Je pense que l'histoire de l'homme et de la technologie, c'est effectivement une forme de coévolution qui a toujours eu lieu et qui finit avec le temps par arriver, même s'il y a des affres de passage de l'un à l'autre, etc. Là, ce qui est très particulier, c'est que c'est une coévolution qui touche les tâches cognitives, alors qu'avant, c'était plutôt des tâches matérielles, etc. Et donc, ces tâches cognitives, ça va bouleverser l'utilisation, pour aller très vite, de notre cerveau, quelque part. Comme ça a déjà été bouleversé avec l'introduction du livre et avec les moteurs de recherche, etc. Et dans ce livre qu'on avait réalisé il y a une dizaine d'années maintenant sur la métamorphose numérique, il y avait 2 articles, un de Bernard Stiegler, qui réfléchissait sur l'automatisation, à la fois en faisant un parallèle entre l'automatisation de la nature et l'automatisation du travail automatique de notre cerveau, les réflexes. Et puis il y en avait un autre qui comparait effectivement le livre et l'écran. Et le livre, c'est effectivement finalement l'introduction de modèles, d'accords dans la société, de récits, qui fait qu'effectivement dans cette complexité-là, il y a à la fois une fragmentation, et puis à la fois il y a des accords. Aujourd'hui, c'est plutôt d'ailleurs les films qui nous donnent, quand on fait un film sur tel personnage, etc., ça fait une forme d'accord, parce que ceux qui l'ont vu disent c'est ça à peu près qu'il faut. Et donc ce récit, il est très important dans la structure. Et puis il y a l'autre façon de l'écran qui peut permettre d'aller chercher très rapidement, regardez vos enfants quand ils jouent, etc., donc qui développe une autre capacité cognitive. Et le problème que l'on va avoir, ça va être de travailler et de combiner tout ça. Et d'ailleurs, pour l'éducation, les chercheurs qui sont en train de travailler là-dessus disent comment on peut utiliser la curiosité, qui est une forme de réflexe, le chasseur qui avant regardait. Comment va-t-on utiliser cette curiosité pour, quelque part, nous aider à apprendre, à avoir envie d'apprendre, à passer au-delà d'obstacles et tout. Donc je pense qu'un des enjeux, il y a un tas d'enjeux qui ont été cités, mais un des enjeux, c'est effectivement de comprendre comment cette transformation cognitive va être, quelque part, apprise, explorée et apprise par l'humain. Et alors, cette transformation cognitive, est-ce qu'il faut que le gouvernement l'encadre, disons les mots, c'est pas très joli. Non. Voilà. Mais on peut pas encadrer quelque chose qu'on n'a pas encore compris. D'accord. Il faut explorer d'abord avant de. D'ailleurs, c'est toujours ce qu'on a fait. Et quand on essaye de faire avant,
ça veut dire qu'on est en train d'encadrer le passé, quoi. Voilà, mais pour que tout le monde comprenne bien, ça veut dire aussi qu'en termes de législation, même européenne, on court finalement derrière, on va toujours être condamné à courir derrière la transformation cognitive. Deux choses. Il faut passer, et juste je terminerai pour laisser la parole. On a une fichue habitude de travailler par la sanction, l'interdit. On peut prendre des risques sociétaux, mais notre approche, ça va être plutôt de dire, nous, on va prendre une loi qui va embêter tout le monde et finalement épargner peu de choses. Donc cette interdiction, cette division un peu verticale d'interdiction, je pense qu'il faut travailler sur la conviction. Et la conviction, la prise de conscience, et ça avancera. Alors au départ, peut-être que ça fera, mais ça avancera beaucoup, beaucoup plus vite. Taïma Saman. Oui, et merci pour ce que vous venez de dire, parce que d'abord, à nouveau, je reviens sur mon propos de tout à l'heure. Il faut maîtriser les technologies et les comprendre pour savoir ce qu'on peut faire pour pouvoir accompagner. Et puis, à nouveau, on voit bien dans les interventions, vraiment, ma recommandation, c'est qu'on arrête d'affoler les foules, quoi, parce que tout le monde a peur, et la peur, c'est la pire des conseillères. Alors qu'en réalité, on peut accompagner quelque chose en disant, effectivement, apprenez à comprendre comment ça fonctionne et comment on peut l'organiser. Et ce qui me sidère dans les discussions, c'est le rapport aux faits. Attention à ce qu'on raconte. Attention à ce qu'on raconte. Aujourd'hui, nous avons notamment des réglementations qui collent des amendes de 4 à 8% du chiffre d'affaires des organisations quand elles ne respectent pas un certain nombre de règles, y compris sur les contenus. Donc et ça vient de l'Europe d'ailleurs, donc c'est assez convaincant pour que les plateformes fassent, d'ailleurs elles se battent beaucoup en ce moment, fassent extrêmement attention. Pareil pour la collecte des données. On n'a pas le droit de collecter des données pour en faire n'importe quoi à n'importe quel moment. Et je vous garantis que les gens qui le font quand ils ont la CNIL qui leur tombe sur le dos, ça les fait pas marrer et qui commencent à faire attention. Donc on a déjà, et je voudrais aussi, vu l'intelligence qu'il y a dans cette salle, rappeler que l'évolution humaine, elle n'a jamais été linéaire. Elle a toujours été avec des choses qui avançaient, puis des contradictions, puis on arrivait à trouver des équilibres dans la manière dont on arrivait à réguler et organiser un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, le meilleur allié des perversions de la technologie, ça va être aussi la technologie. Et c'est là que l'être humain va intervenir, parce que c'est lui qui va décider de ce qu'on va pouvoir faire. Et je voudrais reprendre le propos du l'avant-dernier intervenant, que j'ai trouvé super jusqu'au moment où il a parlé de Wikipédia. En fait, non, tout le monde ne peut pas modifier Wikipédia. Ils ont organisé une modération pour que, justement, tout le monde ne puisse pas dire tout et n'importe quoi. Et je travaille, moi, je dirige un groupe de travail sur la liberté d'expression, parce que la liberté d'expression est quand même aujourd'hui un atout. En fait, les technologies, je me suis fait taper sur les doigts par une organisation qui s'appelle Cartooning for Peace, qui sont les dessins de presse, et qui souffrent, qui sont... pour pouvoir arriver à vivre cette liberté d'expression, ils ont quand même régulièrement certains de leurs dessinateurs qui sont en prison, assassinés dans d'autres pays. Il faut chérir cette liberté d'expression. Et je voudrais aussi rappeler que à ceux qui disent oui, mais alors les technologies pour pouvoir contrôler en Chine ou en Russie, parce que personne n'a cité la Russie. Moi, je me souviens de mon père me racontant qu'en Russie, quand il est allé faire pour discuter de nucléaire, ce qui travaillait pour EDF, on lui a mis un flic derrière les fesses pour pouvoir l'accompagner dans chacune de ces circulations, parce qu'ils étaient déjà dans une société de contrôle. Donc la société a ses valeurs, les technologies peuvent les remettre en cause ou les accompagner, et comment on fait pour organiser ça? Alors, je terminerai là-dessus. Oui, aujourd'hui, on ne peut pas réguler... Alors, je ne crois pas que le droit soit en retard. C'est ce que je disais dans ma première intervention. Nous avons un corpus juridique et réglementaire qui nous donne tout ce dont on a besoin pour pouvoir aller sur un comportement que la société va considérer au regard de ses valeurs comme déviant ou illégal. C'est pas forcément d'ailleurs... on a tout ce qu'il nous faut pour le faire. Ça demande juste qu'on arrête d'être paresseux
et qu'on regarde comment on se sert de ces instruments. C'est le premier objectif, c'est de savoir se servir des outils qui existent déjà, plutôt que de continuer à inventer des nouveaux outils dont personne ne va se servir. Et pour revenir sur la protection de l'enfance, en France, on a un corpus réglementaire et législatif pour empêcher les atteintes aux droits de l'enfant qui est parfait. Il faut maintenant qu'on ait des politiques pénales pour dire il faut aller jusqu'au bout du système. La liberté d'expression, elle a été accrue, vous le disiez très bien, en donnant la parole à beaucoup plus de gens et à l'ensemble des gens. Elle est universelle. Est-ce qu'il ne faut pas maintenant arriver à faire émerger, et surtout pas par l'État, parce qu'aux dernières nouvelles, ce n'est pas l'État qui est un garant de la liberté d'expression, ça peut même être l'inverse, parlez-en aux Chinois. Est-ce qu'il ne faut pas arriver à faire émerger des modérateurs qui sont capables d'organiser le débat? Et moi, je suis devant mon groupe de travail, au fur et à mesure qu'on entendait les experts s'exprimer, je me disais, mais en fait, est-ce que le bon système n'est pas finalement le système académique, qui est un système de validation par les pairs, où la légitimité de la parole, elle vient par des groupes de modérateurs que tout le monde reconnaît, parce qu'ils ont réussi à faire la preuve de leur valeur, en fait, de leur légitimité, mais qui est quelque chose qui ne peut qu'émerger par un consensus social qu'il faut aider à construire. Et le droit peut accompagner ça. Il est déjà là pour accompagner ça. Mais n'essayons pas de dire on veut tout régler, l'État va faire, parce qu'effectivement là on sera en retard sur la technologie d'après. Merci Taïma Saman. Alors, réaction de Jean-Gabriel Ganassia, et puis conclusion, synthèse, si j'ose dire, avec Nathan, qui a beaucoup de choses à dire, d'ailleurs, notamment sur la question aussi peut-être de l'éducation, qui a été brièvement abordée. Alors, le temps passe très vite, et il va falloir aussi que des questions viennent de la salle, donc j'aimerais que vous soyez synthétiques. Alors, je vais essayer d'être très synthétique pour dire qu'on est tous très démunis face à ce monde nouveau qui advient aujourd'hui. Un très grand anthropologue, Georges Ballandier, qui est, peut-être vous en souvenez, l'homme qui a créé l'expression tiers-monde, en disant le tiers-monde est au monde ce que le tiers-État était à l'État français juste avant la Révolution. Et dans les années 90, voyant ce qui advenait, il a créé une expression, il parlait des nouveaux mondes. C'était ceux qui étaient créés par les technologies, pensaient d'un côté au vivant, avec les progrès fabuleux de la biologie qui transformaient le monde, et puis l'informatique. Et c'est doublement nouveau, ce redoublement du nouveau signifie à la fois que c'est comme l'Amérique au moment où Christophe Colomb l'a découverte, c'était inconnu, et en même temps c'est nouveau parce que ça advient. Et c'est exactement toute la difficulté que l'on a avec le numérique, car c'est un monde qui nous est encore inconnu et qui se transforme de façon dynamique. Et donc, Nathan Devers l'a bien dit, c'est un monde plein de paradoxes. Quand on a commencé à voir ce qui passait sur le web, on était enthousiaste, parce que c'était la première fois dans l'histoire de l'humanité que toute la culture était à disposition quasiment gratuitement de tout le monde. Ça, c'est un enjeu démocratique majeur. Et de quoi on s'est rendu compte depuis ? On s'est rendu compte, l'inverse, c'est qu'on n'a jamais été dans des sociétés aussi inégalitaires. Et c'est très compliqué de savoir pourquoi, puisque tout est à disposition, et en même temps, il y a ceux qui savent en profiter, qui peuvent en profiter, et puis il y a ceux qui en sont les victimes, parce que leur attention est détournée. Donc, premier paradoxe, c'est celui-là. Deuxième paradoxe, c'est que l'architecture du web, ça a l'air extrêmement décentralisé. Et puis, la vérité, c'est que, comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est le contraire, c'est-à-dire que c'est une architecture extrêmement centralisée avec quelques serveurs de nom et bien sûr au moment d'une attaque, on peut détruire juste quelques serveurs, un État central peut fermer l'information. Alors autre paradoxe encore plus compliqué, je vous ai parlé de la Chine, avec toutes les restrictions dont je vous ai parlé, mais en réalité si on a un VPN, on peut s'en affranchir. Et la plupart, c'est VPN, Virtual Personal Network, un réseau personnel privé, ça veut dire que la plupart des Chinois éduqués ont un VPN. Et donc, ils échappent. Alors, ce qu'on m'a expliqué, c'est que le problème des gens du parti, c'est qu'ils ne peuvent pas avoir un VPN parce que ça serait très mal vu. Mais en même temps, ils ont besoin de savoir ce qui se passe dans le reste du monde. Alors, ils demandent à leurs amis, comment est-ce qu'on utilise ChatGPT ? Tu peux me montrer ça ? Parce que ce serait très embêtant. Donc voilà, tout ça pour montrer qu'on vit dans un drôle de monde. Alors, à partir de ça, il y a deux points que je voudrais mentionner très rapidement. Le premier, c'est sur les régulations, les attitudes différentes selon les pays.
entre la Chine, qui a une législation autoritaire de contrainte, les États-Unis, qui privilégient l'innovation technologique à tout crin, et puis l'Europe, qui privilégie une régulation qui, comme on l'a dit, est à bien des égards absurde et qui d'ailleurs va à l'encontre du droit national, qui souvent pourrait suffire à régler un certain nombre de problèmes. Donc ça, c'est le premier point. Et je pense que justement, on a dit concilier, et concilier, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait vraiment une réflexion éthique, et à mon sens, c'est elle qui doit être motrice, puisque c'est elle qui va nous permettre de savoir qu'est-ce qu'on veut faire. Et le droit, ça doit suivre cette volonté publique collective. Et puis le dernier point, mais peut-être que Nathan va renchérir là-dessus, c'est extrêmement important, c'est l'éducation. On s'est beaucoup inquiété avec ChatGPT du fait que dans les universités, les élèves allaient tricher. La tricherie, ok, c'est pas très grave, parce que ça veut dire qu'ils auront des notes qu'ils n'ont pas méritées. Ce qui est grave, c'est que si on utilise ChatGPT pour faire ses devoirs, si on écrit avec ChatGPT, on n'apprendra plus à écrire. Et écrire, c'est la pensée. Et en même temps, ça montre bien que la fonction de l'université s'est complètement retournée. C'est des machines à diplôme, or que, justement, normalement, on va à l'université parce qu'on veut apprendre. Et donc, on marche un tout petit peu sur la tête. Et c'est, je crois, tout ça qu'il va falloir essayer de faire dans le futur. C'est un grand chantier. Un grand chantier à venir pour convaincre que, effectivement, il faut apprendre par soi-même. Mais vas-y, Nathan. Oui, Nathan Dever, apprendre par soi-même, c'est pas évident quand il faut concilier éthique, innovation technologique et droits humains. Oui, c'est pas évident. Et en effet, l'exemple de ChatGPT est très intéressant pour ça, parce que on le voit. Bon, je citais les scénaristes américains qui s'inquiétaient de ce qu'on puisse écrire des scénarios sur des supports analogues à ChatGPT. On peut aussi remarquer, en effet, je pense qu'on le voit dans les universités, dans les lycées, que moi, quand je vois des copies que je soupçonne très très fortement d'avoir été écrites par ChatGPT, c'est impossible de le prouver vraiment, totalement, et puis je ne suis pas obligé d'avoir cette logique-là, mais en tout cas, ça se sent. Ce qui est intéressant, c'est que justement, comme tu le disais, c'est que ça se voit, et ça se voit pas parce que c'est excellent. Ça se voit parce que c'est exactement moyen. Et justement, je pense que là où c'est intéressant, c'est que dans l'usage qu'il y a, tricher à un examen, c'est pas très grave. Mais ce qui est beaucoup plus grave, c'est de croire qu'un support comme ChatGPT, ça puisse vraiment penser. Et en fait, quand il y a des gens qui peuvent utiliser ChatGPT pour cela, ça veut dire sans cette réflexivité, sans ce recul, de se dire je vais en faire quelque chose d'autre. Raphaël Dohan, qui est un historien qui était, je crois, plusieurs fois venu ici, a coécrit un livre avec ChatGPT, donc il en a fait quelque chose de formidable, mais il avait parfaitement conscience, évidemment, que quand il donnait des consignes d'écriture à ChatGPT, que ChatGPT ne pensait pas, n'écrivait pas, ne produisait pas de la littérature, juste écoutait, obéissait à des commandes. Et ça, justement, ce grand mythe qu'on entend sur l'intelligence artificielle, c'est un mythe qui est très très répandu, et qui est notamment très répandu dans le débat public, qui a été agité, notamment par cette fameuse lettre ouverte sur la nécessité de faire un moratoire sur l'intelligence artificielle, écrite par plusieurs patrons de la Silicon Valley, nous disant qu'ils étaient en train de dépasser l'homme, d'assassiner l'homme, enfin de le remplacer, etc. Il faut voir une chose quand même, c'est que justement, si on prend du recul, et je parle sous le contrôle de Jean-Gabriel Ganassia, c'est que si on prend du recul sur l'histoire de l'intelligence artificielle, il y a eu en effet un moment où les créateurs ou les théoriciens de l'intelligence artificielle pensaient en effet que l'intelligence artificielle pensait. À savoir, pensaient que la modélisation de l'intelligence artificielle correspondait exactement à la modélisation qui correspondait à la cognition humaine. Ce moment, disons, je caricature un tout petit peu, mais disons que c'est les années 40 aux années 50, 60, 70. C'est un mouvement qui est notamment connu chez les auteurs computationnalistes. Bon. Mais tout ça a été depuis très longtemps, si vous voulez, étudié avec énormément de recul pour remarquer que ces modélisations-là, ces paradigmes-là, correspondent non pas à l'intelligence, entre guillemets, ou à la vie mentale, ou à la cognition, ou à ce qu'on appellerait avoir un esprit, mais correspondent à une certaine modélisation de l'esprit, un certain paradigme, c'est-à-dire une certaine représentation, un miroir intéressant peut-être, mais qui est très restreint de l'esprit humain. Et par là,
par là même, il est très important, je pense, de bien voir que ces supports-là sont des supports qui, quand je disais qu'ils mécanisaient l'esprit ou qui semblaient le faire, c'est exactement ça, au sens où ils mécanisent ce qu'il peut y avoir de mécanique en l'esprit. Et que nous, ce n'est pas du tout... on ne peut absolument pas réduire l'intégralité de notre vie mentale à ce mécanique-là. Et c'est pourquoi, je finirai là-dessus, l'enjeu d'éducation, c'est à mon avis d'intégrer davantage l'usage de l'intelligence artificielle, l'usage des écrans, l'usage de numérique, au lieu, si vous voulez, d'estimer que l'école doit être un lieu qui doit être protégé, préservé de cela, sacralisé de cela, et que les téléphones devraient être interdits en cours, que ce serait dangereux, mais éduquer, notamment en poussant les gens à se prémunir contre tous les discours qui seraient des discours mythifiés sur la technique. Ce qui est dangereux dans la technique, c'est moins la technique elle-même que les mythes qu'elle peut susciter. Merci Nathan Dever. Alors, fort de la richesse de tous les propos qui ont été tenus sur ce plateau, y a-t-il des questions dans la salle? Il reste 13 minutes. Alors, messieurs. Oui, je ne sais pas s'il y a un micro. Oui. Il y a un point qui n'a pas été abordé depuis hier. C'est le fait qu'on parle beaucoup de liberté d'expression, mais jusqu'à présent, la liberté d'expression, c'était la liberté d'un individu à s'exprimer. Je m'exprime ici devant vous, j'ai une carte d'identité. Si je tiens des propos absolument fautifs devant la loi, quelqu'un peut venir m'emmener au commissariat, je suis arrêté. Et on a accepté, de manière assez curieuse, sans sourciller, la notion de pseudo et d'anonymat. N'oubliez pas qu'il y a eu une bataille pour la liberté d'expression dans ce pays qui a été longue. On ne pouvait pas écrire dans un journal sous un autre nom, on ne pouvait pas envoyer des lettres pour dénoncer quelqu'un de manière anonyme. On a eu cette période-là. Pas la période la plus glorieuse de l'histoire de la France, de déferlement des lettres anonymes pour dénoncer pendant la Deuxième Guerre mondiale tout un tas de choses. Et on était très prudents. Et brutalement, au nom de cette merveilleuse numérisation du monde, on accepte que l'on puisse dire tout et n'importe quoi avec un pseudo. Et j'ai bien écouté tout ce qui a été dit. À aucun moment, ce matin ou hier, personne ne se pose la question. Et moi, je crois que la liberté d'expression, à partir du moment où on accepte qu'elle passe, soi-disant par l'anonymat, ce n'est plus une liberté d'expression. Donc moi, je pense que l'on pourra avoir un commentaire sur ce point-là. Alors, Jean-Gabriel Ganassia, oui. Oui, alors d'abord, ce sont des questions extrêmement importantes et on a écrit un avis dans le cadre de la CERNA sur l'anonymisation des données, où on traite justement de cette question. Est-ce qu'il y a un droit à l'anonymat? Parce que c'est une idée qui est couramment répandue, et je suis tout à fait d'accord avec vous, il ne peut pas y avoir de droit à l'anonymat. La liberté d'expression, c'est pas la liberté de dire n'importe quoi, hein, c'est assorti d'un certain nombre de contraintes. On n'a pas le droit de diffamer, on n'a pas le droit d'inciter à la violence, on n'a pas le droit de faire l'apologie du terrorisme. Et le grand danger sur les réseaux sociaux, c'est effectivement cela. Alors, le paradoxe du numérique que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est que si vous êtes un individu de chez vous et que vous tenez des propos qui sont discutables, ben vous pouvez vous faire attaquer parce qu'à la fois on croit être anonyme, mais en réalité on n'est jamais anonyme parce qu'on est capable de repérer votre IP. La difficulté, c'est que si vous êtes à l'étranger, vous échappez totalement aux législations. Donc c'est une question extrêmement complexe et on le voit aujourd'hui, on a des attaques informationnelles qui viennent d'un certain nombre de pays qui ont pour but de déstabiliser les systèmes démocratiques au moment des élections. Et donc c'est un enjeu majeur sur le futur et on est quand même très démunis face à ça. Alors je vois qu'il y a beaucoup de questions, donc je vais demander des questions donc courtes et des réponses courtes, s'il vous plaît. Monsieur. Oui, bonjour. J'ai bien aimé l'exemple du papier, de l'invention du papier qui a dégradé la mémoire humaine. Hein. Et je pense que c'est vrai parce que les anciens dans l'Antiquité ont transmis des longues histoires, très longues histoires, presque mot à mot, par le seul bienfait de la mémoire. Ils ont inventé des outils pour ça, le palace, l'association d'idées, etc. Et je pense qu'aujourd'hui, avec l'informatique et l'IA, on va perdre
Et on est en train de perdre, on a peut-être déjà perdu, une grande faculté qui n'est plus enseignée ou qui n'est pas enseignée dans nos écoles, c'est celle de l'esprit critique. On n'enseigne pas les méthodes d'esprit critique dans notre société. Et je pense que c'est un gros dommage. Il y a, je crois, à Nice, pas loin, donc dans la région, l'université de Nice qui a un département d'esthétique, ou qui l'avait du moins, je ne sais pas si ça existe toujours, avec M. Borch. Et ça devrait exister dans toutes nos écoles, toutes nos universités. Parce que quand vous recevez un message qui est complètement nul, et que vous vous apercevez que ce message est retransmis des milliers de fois, des millions de fois par des milliers et des millions de personnes, vous vous dites, ces gens-là, ils ne réfléchissent pas. Oui. Ils reçoivent une information, ils la retransmettent parce qu'il est plus important de la transmettre que de la comprendre, de la décortiquer et de la nier éventuellement. On vous répond, c'est Nathan Dever. Oui, merci. Je suis tout à fait d'accord avec le danger que vous signalez, le problème que vous identifiez. Je dirais qu'il y a plusieurs choses dans cette dissolution ou cette menace qui pèse sur l'esprit critique. La première, c'est une sorte de réduction de la connaissance à l'information. C'est absolument pas la même chose de se dire qu'on est un sujet de connaissance et donc qu'il y a une forme de démarche qui suppose de sortir de soi, d'accéder à la transcendance de l'objet connu quel qu'il soit, et en tout cas un effort, une difficulté, ou d'estimer que les connaissances deviennent des objets d'information au même titre que le fait de lire les actualités. C'est d'ailleurs en ce sens tout à l'heure que je parlais de Wikipédia, et ça rejoint le deuxième problème. Le deuxième problème, c'est que, évidemment, dans ce modèle dont je parlais, le modèle un peu kantien, citoyen actif, citoyen passif, c'était totalement inégalitaire, mais il y avait une réflexion sur la légitimation des discours. Si j'ai le droit de parler, d'écrire dans un journal, comme Kant, c'est parce que je suis spécialiste, que j'enseigne la géographie, le droit à l'université de Königsberg, donc j'ai une certaine forme de légitimité. Aujourd'hui, qu'il y ait évidemment, et c'est formidable, une liberté d'expression publique totale, moi je m'en réjouis. Là où il peut y avoir un problème, c'est quand il y a une horizontalité des discours, non pas des individus, mais des discours, et qu'on ne peut plus faire la part des choses, qu'on ne peut pas réfléchir sur les conditions de légitimation. Et justement, sur Wikipédia, évidemment qu'il y a des normes, que je ne peux pas décider, moi, de supprimer là, comme ça l'article Empire romain ou d'écrire n'importe quoi. Mais enfin, il n'est pas obligé d'être spécialiste à l'université de tel ou tel sujet pour écrire un article sur tel ou tel sujet. C'est cette histoire que raconte souvent Antoine Compagnon, que sur l'article Wikipédia de son père, la date de décès était fausse, et qu'il a passé sa vie à essayer de la corriger, et que les gens lui disaient non. Et donc il mettait, voilà. Et des articles Wikipédia qui sont nuls, il y en a plein, et on le voit. Donc ça, c'est le deuxième risque sur l'horizontalité. Et le troisième risque, je dirais que c'est une forme de ce que Husserl appellerait une forme de réalisme naïf. Ça veut dire d'adhésion naïve aux informations que je vais lire sur Internet, sans prise de recul sur la subjectivité qu'il y a derrière. Donc par exemple, être abonné, alors ça on peut l'être aussi quand on lit un journal, hein, mais être abonné à des pages sur les réseaux sociaux. Je fais ma revue de presse le matin sur Twitter. Je vais lire ce que vous décriviez, ce mécanisme de bulle cognitive. Je vais lire les pages avec lesquelles je suis d'accord. Et je ne me rends pas compte qu'il y a derrière, entre guillemets, une ligne éditoriale, qu'il y a derrière une sélection des faits, et que ce que je vois, ce n'est pas l'état brut du monde, mais c'est quelque chose de biaisé, même si ce n'est pas des fake news, quelque chose d'orienté. Ça, à mon avis, c'est le troisième risque qui pèse sur l'esprit critique aujourd'hui. Ouais. Une dernière question, il reste 5 minutes. Oui. Monsieur ? Ben oui, mais... Oui. Très rapidement, moi je ne crois pas à l'optimisme de ma consoeur Metsaman sur les possibilités pour le droit de faire quelque chose. Parce que vous avez posé la question qui fait quoi, c'est déjà très difficile de savoir qui fait quoi. Et ensuite, quand on sait qui fait quoi pour le poursuivre, c'est le parcours du combattant. Qui veut faire aujourd'hui un procès à Facebook, on sait ce que ça donne. Donc je crois que la solution, elle est en amont. C'est la solution de l'accès. Et mon voisin a posé avant moi la question de l'identité, et je voudrais la prolonger, savoir ce que vous en pensez. Il y a des projets de loi, à ma connaissance, sur l'installation d'une identité numérique. Est-ce que c'est quand même pas l'une des premières choses essentielles à faire pour résoudre une grosse partie des problèmes auxquels on est confronté ? Alors rapidement, Francis Jutan et Taïma Saman. Effectivement, il y a des débats au niveau européen très chauds actuellement sur les problèmes d'identité numérique, et qui aura le droit de la donner, l'identité numérique, et différents types d'identité, et on rejoint les aspects de pseudo et d'anonymisation. Donc moi, ce que je me dis, c'est qu'il faut que le problème de tout ça, c'est que ça repose
les questions sur toute notre activité parce que c'est une transformation en profondeur. Qu'est-ce que la différence entre la parole publique et la parole privée ? La parole privée, on est en train de dire, mais oui, mais si quelqu'un vous a enregistré, vous le dit, c'est plus du privé, c'est du public. Il faut absolument que l'on précise, qu'on reprécise ces négociations. Sur l'esprit critique, il n'y a pas de discipline d'esprit critique, mais il y avait quelque chose avant qui s'appelait faire ses humanités. Et faire ces humanités, c'était exactement ça. C'était doter les personnes d'un certain nombre d'éléments de représentation du monde et de modèles pour agir dessus qui donnaient la possibilité de... Et c'est pour ça que je pense que l'intelligence artificielle, c'est un des seuls outils que l'on a pour commencer à nous aider à appréhender cette complexité, à condition d'avoir cet esprit critique dans l'interprétation. Et donc le droit, pour terminer sur le fond de la question, le droit, c'est quand même une magnifique modélisation du monde entre les droits humains, entre la puissance du veau d'or, puisque tout ça est une question de compromis. On n'a pas parlé du tout du veau d'or, mais c'est pourtant un des éléments aujourd'hui complètement déterminants. Et donc le droit modélise. Si on abandonne la puissance de modélisation du droit au profit du détail du droit, évidemment on s'y perd. Donc là, l'idée, c'est que le monde se sédimente. Donc ce qu'on a fait en droit pour le modéliser est toujours valable, mais il faut l'adapter avec un problème de vitesse. Et c'est là, effectivement, parce que c'est là les transformations, les métamorphoses qui sont en cours sont très rapides. Donc effectivement, il faut nous se doter d'autres outils pour affronter la complexité, à condition que ces outils soient au service de l'humain, pas le contraire. Taïma Saman, pour répondre à votre confrère sur la question du droit, rapidement, parce qu'il nous reste 2 minutes 30. Ça marche. Donc, mais je vais compléter, puisque vous dites très bien, hein, on a les bases, il faut maintenant il faut savoir les mettre en œuvre et il faut savoir les adapter à la problématique principale qui est l'amplification et la vitesse. Et la troisième chose que vous n'avez pas citée, c'est que les sociétés se sont régulées et organisées à travers des frontières physiques qui n'existent plus. Et donc, les corpus juridiques qui vont lieu dans un territoire peuvent poser une problématique, comme vous le dites très justement, parce que vous n'avez pas accès et qu'il faut repenser l'accès pour aller chercher la personne ou le site qui va venir vous poser problème. Alors, je voudrais juste rappeler et préciser, parce que vous l'avez dit, le droit à l'anonymat n'existe pas, en fait. C'est une invention des gens qui n'ont pas envie qu'on vienne les chercher. En fait, il n'existe pas. Et on est encore toujours dans l'exécution versus la réalité de la base juridique. L'anonymat, l'anonymisation et la pseudonymisation existent dans le RGPD, dans les textes sur la protection de la vie privée, parce qu'il prévoit, pour pouvoir avoir accès aux données, qui permet au système numérique en général et à l'IA en particulier, parce qu'il n'y a pas que l'IA quand même, d'avoir accès aux données dont ils ont besoin. Parfois, ce sont des données personnelles, par exemple pour faire progresser les sciences de la vie, la médecine, et qu'on n'aille pas chercher les gens tels qu'ils sont. Mais il n'y a pas une règle d'anonymisation. Là où je vous rejoins, mais c'était bien mon propos, c'était sur l'exécution du droit. Là où je suis en désaccord avec vous, c'est que Facebook, quand ils se prennent des amendes qui frôlent le milliard, ça les fait quand même réfléchir. Ici en Europe, avec une régulation qui s'impose d'ailleurs de l'autre côté de l'Atlantique, qui oblige les États-Unis à réagir. Je rappelle le principe du droit américain qui est beaucoup plus modélisateur d'ailleurs que le nôtre, mais du coup beaucoup plus punitif que le nôtre. C'est-à-dire que quand Facebook se retrouve, Meta ou d'autres se retrouvent, et on va voir d'ailleurs avec les grands acteurs de la propriété intellectuelle devant un tribunal, ça peut les mettre à genoux financièrement à cause de leur système juridique. Donc c'est pas en noir et blanc, simplement c'est pas tout de suite, c'est pas simple, et il faut travailler notre système. Et je finirai juste à ce que je rappelais sur le sens de l'esprit critique, pour autant qu'il n'ait jamais été enseigné. Là, je vous quote, pardon, je vous la pique, celle-là. Pour autant qu'il n'ait jamais été enseigné, ça n'a jamais été tout le monde. Il y a une responsabilité des gens qui le développent pour être capable de l'exprimer en mots simples. Et je rappelais que moi, dans ma génération, quand je passe le bac, on est 80% d'une classe, on est 20% d'une classe d'âge avec avoir le baccalauréat. Donc ça veut dire qu'il y en a 80% qui n'ont pas accès à la même connaissance que ces 20%-là. Est-ce que c'est pas là-dessus qu'il faut travailler et réfléchir,
au lieu de se dire c'était mieux avant. Avant, ça fonctionnait différemment avec une élite et l'ORTF, avec une communication en ligne droite. On a élargi la capacité de prendre la parole. Il faut maintenant remodéliser l'intermédiation et la légitimité de la parole et de la connaissance. Et c'est les enjeux qui nous attendent aujourd'hui. Merci Taïma Saman, merci à Hervé Lejouan, merci Francis Jutan, Jean-Gabriel Ganassia et Nathan Dever. Vous étiez vraiment formidables, vous avez ouvert, je pense, beaucoup de fenêtres. Évidemment, c'est un sujet vaste et complexe, donc on pourrait en parler encore pendant des heures. Merci bien entendu à la ville de Saint-Raphaël et à la revue politique et parlementaire de nous offrir d'aussi belles tables rondes et d'aussi belles plages de réflexion. Et bien, évidemment, cela continue. Et bonne journée à tous.